Une fille des rues cria à un millionnaire. « Ne mange pas ça. Ta femme a mis du poison dedans. » Sur le chemin du retour pour affronter sa femme, le millionnaire fut choqué de voir ce qu'elle faisait. Le soleil commençait à se coucher sur la ville tandis que Lyra tendait sa petite main sale vers les piétons pressés qui passaient sur le trottoir. Ses pieds nus, calleux à cause de l'asphalte chaud, ne ressentaient plus la douleur. Le carton qui lui servait de maison était plié sous son bras tandis qu'elle tentait d'attirer l'attention des passants bien habillés qui évitaient son regard. « S'il vous plaît, madame, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Juste quelques pièces pour acheter du pain, » murmurait-elle à plusieurs reprises, la voix rauque à force de mendier. Une femme élégante, portant des sacs de grande marque, fronça le nez lorsque Lyra s'approcha d'elle. Elle portait un ensemble en soie bleue et ses bijoux brillaient dans la lumière du soir. Ses talons s'arrêtèrent brusquement lorsque la jeune fille effleura son manteau de fourrure pour attirer son attention. « N'ose plus me toucher, espèce de sale bête. Ce manteau coûte plus cher que tout ce que tu verras de toute ta vie, » cria la femme en retirant son bras. Lyra recula d'un pas, mais la faim et le désespoir l'emportèrent sur la peur. « Madame, s'il vous plaît, juste un peu de nourriture. Je peux travailler. Je peux nettoyer ta voiture. Tout ce que tu veux, » insista la fille, la voix étranglée. « Le travail? Toi? Regarde-toi. Tu es salé. Tu pues. Tu as probablement des poux et d'autres maladies. Garde, que quelqu'un sorte cette sale fille d'ici. » hurla la femme. Sa voix stridente attira l'attention des autres piétons. L'élégante femme, voyant qu'elle attirait un public restreint, sembla redoubler de cruauté. Elle ajusta ses doigts couverts de joyaux et regarda Lyra avec dédain. « Vous êtes tous pareils. Vous ne savez que mendier et voler. Pourquoi ne vas-tu pas chercher un orphelinat? Ah oui, c'est vrai. Tu devrais y suivre les règles. Non, tu préfères rester ici, à salir notre ville, » dit-elle d'une voix glaciale. « Tu ne sais rien de moi. Tu ne sais pas pourquoi je suis dans la rue. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. » Répondit Lyra, sentant son cœur s'emballer, mais trouvant un courage qu'elle ignorait posséder. Un cercle de spectateurs se forma autour d'eux. La femme, réalisant qu'elle avait un public, poussa violemment Lyra, la faisant tomber dans une flaque d'eau sale. « Comment osez-vous me répondre? Garde, venez vite. Ce mendiant me menace. Elle a essayé de me voler. » La femme a crié sans pitié sur la fille, qui était toujours allongée par terre. « Je n'ai jamais rien volé. Je voulais juste manger un peu, » sanglota Lyra en essayant de se relever de la flaque, son seul carton maintenant trempé. La foule commença à murmurer, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. L'élégante femme, voyant que tout le monde ne semblait pas approuver son attitude, changea de tactique. « Regarde, maintenant elle va faire semblant d'être la victime. Je connais bien son genre. Elle doit faire partie d'un gang. Ils se servent des enfants pour nous distraire pendant qu'ils nous volent nos sacs, » dit la femme. « C'est un mensonge. La seule mauvaise personne ici, c'est toi, qui attends et qui n'aide personne, » cria Lyra, les larmes coulant à flots sur son visage sale, tandis qu'elle ramassait rapidement son carton trompé tombé dans la flaque. D'autres piétons passèrent, certains riant de la scène, d'autres faisant comme si de rien n'était. Un agent de sécurité du magasin de luxe s'avança vers elle, l'air inamical. « Pourquoi nous traite-t-il ainsi? Je n'ai pas choisi de naître pauvre. Je n'ai pas choisi de vivre dans la rue, » pensa-t-elle en se levant précipitamment pour fuir le garde. Courant dans les ruelles sombres, Lyra chercha un endroit sûr où passer la nuit. Le vent froid transperçait ses vêtements en lambeaux, et son estomac se serrait de faim. Elle croisa un groupe d'autres enfants des rues qui l'appelèrent, mais elle ne s'arrêta pas. « Je ne peux pas me joindre à eux. Ils finissent toujours par me voler le peu que je parviens à récupérer, » murmura-t-elle, serrant dans sa poche les quelques pièces gagnées dans la journée. C'est alors que l'odeur de nourriture chaude lui parvint aux narines, faisant gargouiller son estomac encore plus fort. Lyra suivit l'arôme jusqu'au fond d'un restaurant luxueux, le Sterling. Ses jambes tremblaient de faiblesse en s'approchant des poubelles. « On y mange toujours bien. Il faut juste que je fasse attention à ce que le personnel ne me voie pas, » pensa-t-elle en regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule. Puis Lyra ajusta la casquette effilochée qui couvrait ses cheveux noirs en bataille, tandis que ses petites mains agiles fouillaient la poubelle derrière le luxueux restaurant Sterling. Ses yeux en amande, cernés par de profondes nuits blanches dans les rues de la ville, scrutèrent rapidement les restes de nourriture. L'odeur d'épices et de viande grillée qui s'échappait des fenêtres de la cuisine lui fit gargouiller l'estomac, lui rappelant sa faim incessante. Ses doigts tremblants trouvèrent un morceau de pain, encore emballé,
presque intacte. Si seulement on savait combien de déchets se produisent ici, dehors. Tant de gens ont faim comme moi, murmura-t-elle en fourrant le pain dans la poche déchirée de son manteau. Le cliquetis des assiettes et des couverts attira son attention à la fenêtre de la cuisine. La lumière jaune révélait l'environnement impeccable et le personnel en uniforme blanc impeccable. Lyra s'approchait prudemment, ses pieds nus silencieux sur l'asphalte mouillé. À travers la vitre antibuée, elle pouvait voir le mouvement frénétique des cuisiniers et des serveurs, tous occupés à leur tâche. C'est incroyable comme ils ressemblent à des fourmis qui travaillent, chacun à sa tâche, sans même remarquer ce qui se passe autour d'eux, pensa-t-elle en pressant doucement son nez contre la vitre froide. Une femme élégante entra dans la cuisine tandis que les cuisiniers et les serveurs étaient distraits, sa robe rouge contrastant avec l'environnement majoritairement blanc. Lyra reconnut Grace Vanderbilt, épouse du célèbre homme d'affaires Silas Vanderbilt, dont la photo ornait fréquemment les magazines que la jeune fille trouvait dans la rue. Grace marchait avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait bien les lieux, ses talons résonnant sur le sol en marbre. Que pouvait bien faire une femme aussi riche dans cette cuisine? Les gens comme elle ne se mêlent généralement pas aux employés. Songea Lyra, la curiosité grandissante. Le personnel, trop concentré sur son travail, ne remarqua pas la présence de Grace. La femme s'approcha d'un des comptoirs où un plat élaboré était en cours de finalisation. Lyra la regarda sortir quelque chose de son sac à main de créateur, une petite fiole en verre foncé qui brillait sous la lumière fluorescente. Il était indéniable que ce qu'elle contenait était quelque chose d'horrible. « S'il vous plaît, quelqu'un peut-il la regarder? Quelqu'un peut-il remarquer ce qui se passe ?» murmura Lyra, le cœur battant plus vite. D'un geste rapide et précis, profitant de la distraction du serveur qui parlait à l'un des cuisiniers, Grace versa quelques gouttes du liquide sombre sur le plat. Ses mains, couvertes de gants de dentelle noire, ne tremblaient pas, témoignant d'une froideur calculée qui fit frissonner Lyra. « Mon Dieu, elle empoisonne la nourriture. Comment peut-on être aussi cruel ?» pensa la jeune fille, le sang glacé dans ses veines. Le serveur reporta son attention sur le plat, et Grace rangea rapidement la fiole dans son sac, un sourire serein aux lèvres rouges. Lyra regarda avec horreur la femme sourire, comme si elle admirait simplement la présentation du plat. « Il faut que j'agisse. Je ne peux pas laisser ça arriver, » murmura Lyra, le corps tremblant non seulement de froid, mais aussi de peur et d'adrénaline. La jeune fille s'éloigna de la fenêtre, ses jambes tremblantes soutenant à peine son corps maigre, tandis qu'elle courait vers l'entrée du restaurant, les pensées en ébullition, cherchant un moyen d'empêcher la tragédie qui allait se produire. « Si je crie, personne ne me croira. Je ne suis qu'une enfant des rues. Qui écouterait mes paroles face aux siennes ?» pensa-t-elle amèrement. Le cœur de Lyra battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine lorsqu'elle contourna le restaurant. Ses mains sales s'accrochaient aux murs de briques apparentes, cherchant un appui tandis qu'elle avançait aussi vite qu'elle le pouvait. « Mon Dieu, aidez-moi à arriver à temps. Je ne peux pas laisser quelqu'un mourir sans rien faire, » murmura-t-elle entre deux respirations haletantes. En arrivant à l'entrée du restaurant, Lyra se retrouva face à un agent de sécurité, grand et costaud dont le regard sévère la fit hésiter un instant. Ses vêtements en lambeaux et son apparence négligée contrastaient fortement avec l'atmosphère raffinée de l'établissement. « Monsieur, s'il vous plaît, je dois entrer. C'est une urgence. Quelqu'un va mourir, » implora-t-elle, la voix tremblante de désespoir. Le garde la tenait fermement par le bras, lui bloquant l'entrée. Lyra tenta de se libérer, mais sa force était insignifiante comparée à la sienne. Des larmes commencèrent à couler sur son visage sale, laissant des traces visibles sur ses joues. « Lâche-moi. Tu ne comprends pas. Il y a une femme maléfique là-dedans. Elle a mis du poison dans la nourriture, » cria Lyra, sa voix résonnant dans l'entrée du restaurant. À l'intérieur, à travers les portes vitrées, Lyra vit le serveur sortir de la cuisine, le plat fatal entre les mains. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'elle réalisa qu'elle échouait dans sa mission désespérée de sauver une vie. « Non, 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 s'il vous plaît, quelqu'un doit m'entendre. Je pense que la femme essaie d'empoisonner Silas Vanderbilt. Il va mourir s'il mange cette nourriture, » cria-t-elle plus fort, son désespoir grandissant. Le garde l'entraîna loin de l'entrée tandis que d'autres membres du personnel s'approchaient pour voir ce qui se passait. Lyra continuait à se débattre, essayant désespérément de faire comprendre la gravité de la situation. « Pourquoi ne me croit-il pas? Ce n'est pas parce que je suis pauvre que je mens, » pensa-t-elle avec angoisse. Au milieu du tumulte,
Grace sortit élégamment par la porte d'entrée, entendant probablement les cris de la jeune fille venant de l'extérieur. L'élégante femme jeta un regard dédaigneux à la scène. Son regard croisa celui de Lyra un bref instant, et la jeune fille perçut une lueur menaçante dans ce regard apparemment serein. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, sorcière maléfique !» hurla Lyra tandis qu'on l'emmenait. Le serveur avait déjà disparu dans la salle principale avec le plat empoisonné, et Lyra sentit ses espoirs s'évanouir. Ses jambes finirent par lâcher et elle tomba à genoux sur le trottoir froid, se libérant du garde et sanglotant de frustration et d'impuissance. Que faire maintenant? Comment sauver quelqu'un si personne ne veut me laisser entrer? Se murmura-t-elle, complètement vaincue. À travers ses larmes, Lyra vit Grace entrer dans sa luxueuse voiture, un sourire satisfait aux lèvres rouges. Un frisson la parcourut lorsqu'elle réalisa qu'elle était seule avec ce terrible secret. Ça ne durera pas. Je promets de trouver un moyen de prouver la vérité, même si c'est la dernière chose que je ferai, se jura-t-elle. La détermination remplaça le désespoir dans sa voix. Le bruit des assiettes cassées dans le restaurant fit lever vivement la tête à Lyra. Son cœur s'emballa à nouveau, se demandant si le plat empoisonné avait atteint sa destination. L'angoisse de l'incertitude la consumait de l'intérieur. « S'il vous plaît, que quelque chose ait pu se produire pour éviter cette tragédie, » murmura-t-elle, les mains jointes en une prière silencieuse. Lyra observait désespérément le mouvement à l'entrée du restaurant, les mains tremblantes, cherchant un moyen d'entrer. L'agent de sécurité qui l'avait expulsé retourna à son poste, mais semblait distrait par son téléphone portable. La jeune fille remarqua qu'il jetait parfois un coup d'œil à l'intérieur du restaurant, où une musique douce jouait et où les gens discutaient avec animation, inconscients du drame qui allait se jouer. « Il faut que je trouve un moyen d'entrer. Je ne peux pas laisser cet homme mourir à cause de cette femme maléfique, » murmura-t-elle, scrutant chaque geste du gardien. Un groupe de clients élégants s'approcha de l'entrée, attirant l'attention du gardien qui se hâta de leur ouvrir. Lyra saisit l'occasion. Pendant que l'homme saluait les nouveaux arrivants, elle pouvait tenter de se faufiler derrière eux. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « C'est maintenant ou jamais. S'il vous plaît, mon Dieu, aidez-moi à sauver cet homme, » murmura-t-elle en ajustant sa casquette en lambeaux et en se préparant à courir. Le garde se tourna pour accueillir un autre client arrivant dans une Mercedes noire rutilante, et Lyra saisit l'occasion. Ses yeux, habitués à scruter les recoins des rues pour survivre, identifièrent rapidement le chemin le plus sûr. Avec l'agilité que seul un enfant des rues possède, acquise après des années à fuir le danger, elle franchit rapidement l'entrée. Ses pieds nus ne firent aucun bruit sur le marbre poli. Se faisant discrète, elle se cacha derrière une somptueuse composition d'orchidées blanches dans le hall, le cœur battant si fort qu'elle craignait que quelqu'un ne l'entende. « Où est-il? Je dois le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, mon Dieu, aidez-moi à le sauver, » pensa-t-elle frénétiquement, ses yeux écarquillés scrutant la pièce tandis que ses mains tremblaient de façon incontrôlable. L'environnement luxueux la faisait se sentir encore plus petite et insignifiante, avec ses immenses lustres en cristal projetant une lumière dorée sur d'élégantes tapisseries et des œuvres d'art de luxe. Le contraste entre son reflet dans le miroir doré au mur, une jeune fille sale aux vêtements en lambeaux, et l'opulence du lieu lui retournait l'estomac. Lyra entendait le tintement des verres en cristal et le doux bruit des couverts en argent sur la porcelaine fine, mêlés à des conversations polies et à des rires contenus. Ils ignorent qu'un meurtre est sur le point d'avoir lieu sous leur nez. « J'espère arriver à temps, » murmura-t-elle, mêlée de colère et de désespoir. Le maître d'hôtel, un homme grand et mince à la moustache parfaitement taillée, passa devant elle en courant, portant une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher qu'elle n'en verrait jamais de sa vie. Lyra profita de son ombre allongée pour se déplacer furtivement entre les tables, telle une petite ombre. Ses pieds nus et sales laissaient de légères traces sur le tapis rouge perçant, mais elle se fichait des traces qu'elle laissait derrière elle. Le temps pressait, et chaque seconde perdue pouvait faire la différence entre la vie et la mort. « Je ne peux pas échouer maintenant, pas après être arrivée jusqu'ici, » murmura-t-elle, scrutant frénétiquement la pièce à la recherche de Silas. C'est alors qu'elle le vit. Silas Vanderbilt était assis à une table au centre de la pièce, comme s'il était la vedette d'une tragédie sur le point de se dérouler. Sa silhouette imposante, vêtue d'un costume bleu marine sur mesure, contrastait avec la nappe blanche comme neige. Il examinait le plat qui venait d'être servi, la vapeur s'élevant en spirale sinistre de la nourriture empoisonnée.
Un sourire approbateur commençait à se dessiner sur ses lèvres, appréciant la présentation du plat. « Non, s'il vous plaît, ne touchez pas à cette nourriture », pensa Lyra désespérément. « Si seulement je pouvais crier sans que ce garde m'empêche de l'atteindre. » Son esprit hurlait tandis qu'elle calculait la distance qu'elle devrait parcourir. Silas leva la fourchette en argent, et le temps sembla ralentir pour Lyra, comme si l'univers prolongeait ce moment crucial. La lumière des lustres se reflétait sur le métal poli de l'ustensile, créant de petits arcs-en-ciel dansant sur les murs. Elle vit, comme au ralenti, la fourchette s'approcher de la nourriture empoisonnée. Son corps réagit par pur instinct, poussé par une force qu'elle ignorait posséder. Elle sortit de sa cachette comme une bête sauvage, renversant un plateau de champagne, poussant des chaises et heurtant des serveurs médusés. « Ne mange pas ça. Ta femme a mis du poison dedans. » Hurla-t-elle de toutes ses forces, sa voix rauque résonnant dans la pièce désormais silencieuse. Mais il était trop tard. Le temps que Lyra atteigne la table en criant, Silas avait déjà porté la première bouchée à sa bouche. Ses yeux marron foncé croisèrent les siens, un mélange de surprise et de confusion se lisant sur son visage soigné. La fourchette tomba de sa main tremblante, tintant contre la porcelaine fine, brisant le silence momentané qui s'était installé. « Qui es-tu? Que se passe-t-il » parvint-il à bégayer, sa voix commençant déjà à faiblir. Le visage de Silas, autrefois rose et sain, commença à pâlir à une vitesse alarmante. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front, ruisselaient sur ses tempes et maculaient le col de sa chemise blanche. Ses mains, maintenant violemment tremblantes, renversèrent le verre de vin rouge qui se trouvait à proximité, le liquide noir se répandant sur la nappe blanche. « Mon Dieu! À l'aide! Il ne se sent pas bien !» cria une vieille dame à la table voisine. Silas tenta de se relever, s'appuyant lourdement sur la table, mais ses jambes semblaient en gelée. Ses yeux commencèrent à se révulser, ne laissant apparaître que le blanc, et sa respiration devint un sifflement inquiétant. Lyra, poussée par un instinct protecteur, courut le soutenir, mais son petit corps peinait à supporter le poids de l'homme. « Il a besoin d'aide. S'il vous plaît, faites quelque chose. » implora Lyra, ses larmes se mêlant à la sueur. Le chaos régnait dans le luxueux restaurant. Une femme hurla de façon hystérique lorsque Silas se mit à se tordre, pris de violents spasmes. Les assiettes tombèrent et se brisèrent tandis que les clients reculaient, paniqués. Les cris des enfants se mêlaient aux hurlements et aux exclamations d'horreur des autres clients. C'était sa femme. Grace avait mis du poison dans la nourriture. J'ai tout vu par la fenêtre de la cuisine. Aidez-moi à le sauver, cria Lyra au milieu du tumulte. Le corps de Silas se mit à convulser violemment contre le sol en marbre, là où il s'était effondré quelques secondes plus tôt. Ses membres battaient avec une telle force que personne ne pouvait l'approcher. Lyra, désespérée, essayait de protéger sa tête pour éviter qu'elle ne heurte le sol. « Ne meurs pas, s'il te plaît, ne meurs pas. J'ai essayé de te prévenir, je te jure que j'ai essayé. » sanglota la fille. Le visage de Silas virait au violacé tandis que son corps se tordait violemment sur le sol. Un jeune serveur accourut avec un verre d'eau, ses mains tremblant si fort que la moitié du liquide se renversa avant de les atteindre. « De l'eau. Il faut le faire boire » cria le serveur désespéré, tentant d'approcher l'homme convulsé. « Non, ne lui donnez pas d'eau. Il pourrait se noyer » hurla Lyra en repoussant le verre avec une force qu'elle ignorait. « Il faut le retourner sur le côté. Il a besoin de respirer. » Deux autres serveurs tentèrent de s'approcher avec des serviettes mouillées, mais reculèrent, effrayés, lorsque Silas fut pris d'un spasme particulièrement violent, renversant une autre table voisine. Le bruit des assiettes brisées résonna dans la salle, mêlé aux cris de terreur des clients. « Gardez ce criminel ici jusqu'à l'arrivée de la police », ordonna le maître d'eau. Elle, son visage habituellement calme et crispé par la rage et la peur. Lyra regardait, impuissante et désespérée, le corps de Silas continuait à se débattre sur le sol de marbre. Ses petites mains, désormais prisonnières des mains énormes du garde, ne pouvaient plus rien faire. De grosses larmes coulaient sur son visage sale en voyant l'homme qu'elle avait tenté de sauver se battre pour sa vie. « Croyez-moi, le coupable s'en tirera. » C'était Grace. Elle avait tout planifié. Sa voix, déjà rauque à force de crier, était à peine audible au milieu du chaos. Le bruit des sirènes se rapprochait tandis que Silas cessait enfin de se débattre, son corps gisait au sol, immobile et effrayant. Le silence qui s'ensuivit était plus assourdissant que tous les cris précédents.
Lyra sentit son corps se relâcher dans les bras de l'agent de sécurité, l'adrénaline remplacée par une fatigue écrasante. Pourquoi personne ne croit jamais un enfant des rues? Se murmura-t-elle tandis que les lumières rouges et bleues commençaient à illuminer les vitrines du restaurant. Lyra sentit une force inexplicable envahir son petit corps. D'un mouvement brusque, elle parvint à se libérer du garde qui la retenait et courut vers Silas, toujours étendu au sol. Ces années dans la rue lui avaient appris qu'en cas d'urgence, agir vite était la clé du succès. « Écoutez-moi. J'ai une idée. Je crois que je peux vous aider. J'ai déjà vu ça. » cria Lyra, sa voix imprégnée d'une autorité surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Avec des gestes rapides et précis, appris des sans-abri souvent victimes de crises d'épilepsie, elle commença à desserrer la cravate et le col de Silas. Ses petites mains, si sales, gesticulaient avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Il doit respirer. Éloigner tout ce qui pourrait le blesser. Ordonna-t-elle, en retirant les objets à proximité qui auraient pu le blesser pendant les convulsions. Les clients du restaurant formèrent un cercle autour d'eux, certains filmant toujours avec leur téléphone portable, d'autres criant des accusations. Le maître d'hôtel tenta de nouveau d'éloigner Lyra, mais elle resta ferme, protégeant Silas de son propre corps. « Si tu ne veux pas aider, au moins ne te mets pas en travers de son chemin. Il est en train de mourir, et tout ce que tu sais faire, c'est filmer, » cria la fille, ses mots poussant certains à baisser leur téléphone de honte. Silas fut pris de spasmes plus violents, son visage devenant encore plus violacé. Lyra savait qu'elle devait agir vite. Avec une force qu'elle ignorait posséder, elle parvint à le retourner sur le côté, l'empêchant de s'étouffer. Le sol de marbre était froid contre ses genoux nus, mais elle ne ressentait aucune gêne, concentrée uniquement sur sa mission. « Tiens bon, monsieur Silas. Je ne laisserai pas la malveillance de votre femme l'emporter, » murmura-t-elle à son oreille, tout en protégeant sa tête. L'un des agents de sécurité tenta à nouveau d'entraîner Lyra, mais cette fois, plusieurs clients intervinrent. « Laissez la fille vous aider, elle semble savoir ce qu'elle fait. » cria une dame âgée, la voix tremblante d'émotion. Le garde hésita, le visage confus. « S'il meurt parce que vous m'avez empêché de l'aider, vous serez tous coupables, » déclara Lyra d'une voix chargée d'une maturité inouïe pour son âge. Les minutes qui suivirent furent chaotiques. Tandis que Lyra tentait d'aider Silas, le personnel du restaurant se disputait pour savoir s'il fallait ou non appeler une ambulance et la police. Les préjugés contre la fille des rues lui faisaient perdre un temps précieux. Les convulsions commençaient à s'atténuer, mais Silas respirait encore avec difficulté. « S'il vous plaît, appelez une ambulance, il a été empoisonné, il a besoin d'aide médicale, » implora Lyra, mais les gens semblaient paralysés. « Le temps est précieux, je n'ai aucun moyen d'appeler une ambulance, je n'ai pas de téléphone. Je dois agir vite et agir immédiatement. Ce monsieur a besoin d'un médecin. » pensa-t-elle, réalisant que personne n'interviendrait. Lyra fit la seule chose qu'elle pouvait. Elle décida d'emmener Silas elle-même à l'hôpital. Ses jambes maigres tremblaient sous l'effort qu'elle faisait pour soulever l'homme. À sa grande surprise, Silas commença à reprendre partiellement conscience. « Qui es-tu » murmura-t-il d'une voix presque inaudible, le regard toujours dans le vague. Avec une détermination d'acier, Lyra passa le bras de Silas autour de ses épaules. « Je suis celle qui essaie de vous sauver la vie, monsieur. Je m'appelle Lyra, pouvez-vous vous lever? Il faut aller à l'hôpital, » dit-elle fermement, ignorant les protestations du personnel du restaurant. « Ne laissez pas cette fille prendre monsieur Vanderbilt, elle doit être impliquée dans tout ça. »« Ne lui faites pas confiance, » cria le maître d'hôtel, mais sa voix semblait déjà lointaine. Silas, encore hébété et confus, parvint à se relever avec l'aide de Lyra. Son corps imposant s'appuyait lourdement sur la petite fille, mais elle ne se plaignit pas. Chaque pas était une bataille, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. « Croyez-moi, monsieur Silas, je sais que c'est dur, mais je suis la seule personne ici qui veuille vraiment vous aider, » murmura-t-elle en le guidant lentement vers la sortie. Le chemin vers la porte semblait interminable, des gens tentaient de les arrêter, certains employés menaçaient d'appeler la police. Mais Lyra continuait, sa détermination plus forte que tout obstacle. Silas trébuchait à chaque pas, mais parvenait à rester conscient. « Hôpital, il faut y aller, » murmura-t-il, commençant à comprendre la gravité de sa situation. À la sortie du restaurant, le gardien tenta une dernière fois de les arrêter, se postant devant la porte.
Lyra le regarda avec un mélange de colère et de supplication. « Si vous avez un brin d'humanité, vous nous laisserez passer. Il a besoin de médecins, pas d'accusations. Laissez-les partir, » dit la même vieille dame, d'une voix désormais ferme et autoritaire. L'air froid de la nuit leur frappa le visage lorsqu'ils réussirent enfin à sortir. Lyra savait que l'hôpital le plus proche était à quelques pâtés de maison. Chaque pas était une torture pour Silas, qui souffrait encore de spasmes occasionnels. « Encore un peu, monsieur Silas. L'hôpital n'est pas loin. Et là, ils me croiront quand je leur parlerai de votre femme, » dit Lyra, à la fois pour l'encourager et pour le maintenir conscient. Les rues étaient relativement désertes à cette heure-là, mais les quelques piétons qui passaient semblaient effrayés par cet étrange couple, une fille des rues sales guidant un homme bien habillé qui pouvait à peine marcher. Certains proposèrent leur aide, mais Lyra refusa, craignant qu'il ne l'empêche de dire la vérité aux autorités. « Je ne peux plus faire confiance à personne. Je dois m'assurer qu'il arrive vivant à l'hôpital et que tout le monde sache que c'était la grâce. » Pensa-t-elle en poursuivant son chemin. L'état de Silas empirait à chaque bloc, son visage alternant entre une pâleur mortelle et des teintes violacées, et sa respiration devenait de plus en plus difficile. Lyra sentait son cœur battre irrégulièrement à travers son costume coûteux. « Tiens bon, je vois déjà les lumières de l'hôpital. Tu y es forte. Tu vas y arriver, » l'encouragea-t-elle, sentant même ses propres muscles hurler d'épuisement. À chaque pas, Lyra entendait les sirènes au loin, probablement celles de la police appelée au restaurant. Elle savait qu'elle devait atteindre l'hôpital avant qu'ils ne la trouvent, sinon ils ne croiraient jamais son histoire. Ils ne me croiront pas. Ma parole de fille des rues n'a aucun pouvoir. Je pourrais difficilement prouver ce que j'ai vu, mais cette fois, un enfant des rues fera justice, se promit-elle, accélérant le pas autant que Silas le pouvait. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, projetant de longues ombres sur les trottoirs. Le poids de Silas semblait augmenter à chaque instant, et Lyra sentait ses forces décliner, mais le souvenir du sourire cruel de Grace la maintenait en mouvement. « Plus que 2 pâtés de maison, monsieur Silas. Quand nous serons là-bas, vous recevrez de l'aide, et tout ira bien. Tu seras en sécurité, et tout cela sera fini, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Silas essaya de dire quelque chose, mais ne put qu'émettre un gémissement de douleur. Ses yeux, bien que mi-clos, restaient fixés sur Lyra, comme s'il cherchait à comprendre comment cette petite fille des rues risquait tout pour le sauver. « N'essaie pas de parler maintenant. Garde tes forces. On sera bientôt en sécurité, » dit-elle en ajustant mieux son bras sur ses épaules. Un groupe de jeunes ivres bloquait le trottoir devant eux, riant bruyamment et occupant tout l'espace. Lyra savait qu'elle ne pouvait pas risquer de les croiser. Silas avait du mal à rester debout, et encore moins à esquiver les gens ivres. « Il faut qu'on prenne un autre chemin, monsieur Silas. Je connais un raccourci, mais c'est dans une rue plus sombre, » murmura-t-elle en le guidant dans une ruelle. La ruelle était partiellement inondée à cause des pluies récentes, et l'odeur des ordures était suffocante. Les pieds nus de Lyra s'enfoncèrent dans l'eau sale, mais elle ne pouvait se permettre de choisir un autre chemin, vu le temps que cela prendrait. Silas trébucha sur une bouteille cassée, manquant de les faire tomber tous les deux. « Attention où vous mettez les pieds. Accroche-toi à moi. Je ne peux pas te laisser tomber maintenant, » dit-elle fermement, son petit corps se tendant pour supporter davantage de poids. Un chien errant se mit à aboyer furieusement, avançant les dents découvertes. Lyra connaissait bien ce genre de situation. Dans la rue, les chiens féroces représentaient un danger constant. D'une main, elle fit signe au chien de reculer, maintenant Silas en équilibre de l'autre. « Va-t'en, on n'a pas le temps » hurla-t-elle à l'animal, sa voix résonnant sur les murs de la ruelle. En sortant de la ruelle, ils se retrouvèrent face à un chantier bloquant la rue que Lyra comptait emprunter. Son coeur se serra. Ils allaient maintenant devoir faire un détour bien plus long. Silas gémit de douleur, ses jambes vacillant, à nouveau. « Je ne peux pas te laisser abandonner. Je trouverai un autre moyen. Fais-moi confiance, » supplia-t-elle, regardant les gouttes de sueur froide perler sur le visage de l'homme d'affaires. Le son des sirènes de police résonna dans les rues, et Lyra vit les lumières se refléter sur les fenêtres des immeubles. Il devait se cacher, mais Silas pouvait à peine bouger. Elle repéra une petite supérette et, sur un coup de tête, l'entraîna à l'intérieur. « S'il vous plaît, attendez quelques minutes avant le passage de la police. On ne peut pas les laisser nous trouver avant l'hôpital, » murmura-t-elle en aidant Silas à s'appuyer contre le comptoir. Le propriétaire du magasin parut alarmé par ce couple étrange,
une fille sale et un homme bien habillé, visiblement malade. Il ouvrit la bouche pour protester, mais Lyra le coupa. « Il est malade, il faut juste attendre quelques minutes, s'il vous plaît, » dit Lyra, mais l'homme l'ignora. « Sors d'ici avant que j'appelle la police. »« Je ne veux pas d'ennui dans mon magasin, » répondit-il en tendant déjà la main vers le téléphone. Contraints de sortir, ils trouvèrent la rue bondée de gens sortant du travail. Chaque bousculade faisait gémir Silas de douleur, et Lyra devait lutter pour le maintenir debout. Une femme s'arrêta pour l'aider, mais, voyant son état, commença à poser trop de questions. « Nous n'avons pas le temps pour des explications. Il doit aller à l'hôpital immédiatement. » Lyra l'interrompit, éloignant Silas de cette femme bien intentionnée. Une voiture de police les dépassa lentement, et Lyra sentit son cœur s'arrêter. Elle guida rapidement Silas derrière un kiosque à journaux, priant pour qu'il ne soit pas vu et qu'elle ne soit pas arrêtée pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Le vendeur de journaux les regarda avec suspicion, mais quelque chose dans le regard déterminé de Lyra le fit garder le silence. « S'ils nous trouvent maintenant, ils m'arrêteront et il mourra. Je ne peux pas laisser ça arriver, » pensa-t-elle en retenant son souffle jusqu'au passage de la voiture de patrouille. Silas fit de son mieux pour l'aider, même dans son état quasi catatonique. Il marchait péniblement, s'appuyant le moins possible sur la jeune fille tandis qu'elle l'aidait courageusement. Il essaya de dire quelque chose, probablement une forme de gratitude, mais ne parvint qu'à articuler un son inaudible. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Je ferai ça pour quiconque a besoin d'aide. J'ai appris dans la rue qu'il faut aider tout le monde, peut-être parce que j'ai moi-même besoin de l'aide des personnes bienveillantes que je rencontre en chemin, » dit-elle, autant pour le distraire que pour elle-même. Les lumières de l'hôpital étaient déjà visibles au loin, comme un rayon d'espoir dans la nuit noire. Lyra sentait Silas atteindre ses limites, son corps s'alourdissant contre le sien, s'effondrant presque à chaque pas. À travers les portes vitrées, elle voyait le chaos qui régnait aux urgences, des brancards alignés dans les couloirs, des gens gémissant de douleur et le personnel se précipitant. « S'il vous plaît, faites en sorte que quelqu'un puisse nous aider. Il ne peut plus attendre, » murmura-t-elle, sentant Silas s'alourdir à chaque pas. En entrant dans le hall, ils se retrouvèrent confrontés à une atmosphère étouffante et tendue. La salle d'urgence était bondée. Le gardien, un homme grand et costaud, s'avança aussitôt vers eux, son expression se durcissant en constatant l'état délabré de Lyra. « Ce n'est pas un endroit pour les mendiants. Allez mendier ailleurs » hurla-t-il, ignorant complètement l'état lamentable de Silas. Silas choisit ce moment pour être pris d'un nouveau spasme violent qui faillit les faire s'écraser au sol. Son visage avait pris une teinte violacée inquiétante. Lyra lutta pour le maintenir debout, ses jambes tremblant sous l'effort. « Tu ne vois pas qu'il est en train de mourir? C'est une urgence, il a été empoisonné » hurla Lyra, sa voix résonnant dans le hall chaotique. La réceptionniste, une femme d'âge moyen aux yeux cernés, ne leva même pas les yeux de son ordinateur. « Prends un numéro et attends. Tous les médecins sont occupés avec une urgence multiple suite à un accident de la route. Vous ne voyez pas qu'il est en train de mourir? C'est une urgence, il a été empoisonné, » insista Lyra, désespérée. Un deuxième agent de sécurité s'approcha, augmentant la tension. Silas commença à avoir des crises plus violentes, son corps lourd glissant des bras fragiles de Lyra. La fille essayait désespérément de le maintenir debout, ses jambes tremblant sous le poids. « I'll sane, oh mon Dieu, Illinois sane. » La panique transparaissait dans la voix de la jeune fille tandis qu'elle tentait d'essuyer le sang avec sa manche déchirée. À cet instant, une infirmière plus âgée surgit d'un couloir, portant une pile de dossiers médicaux. Son regard expérimenté observa la scène, s'attardant d'abord sur Silas, puis sur Lyra. Son expression changeait instantanément. « Sainte Vierge, voici Silas Vanderbilt, l'homme d'affaires » s'exclama-t-elle en laissant tomber le dossier médical par terre avec un bruit sourd. Les yeux de l'infirmière s'écarquillèrent en reconnaissant Silas, son dossier médical oublié par terre. « Mon Dieu, c'est Silas Vanderbilt. Appelez le médecin immédiatement » cria-t-elle en courant examiner le patient, mais en regardant Lyra d'un air soupçonneux. « Ne laissez pas cette fille partir, elle doit être impliquée dans son état » ordonna-t-elle aux agents de sécurité, qui resserrèrent encore leur étreinte sur les bras de l'enfant. Silas commença à avoir une crise encore plus violente, son corps tremblant contre le sol froid de l'hôpital. L'infirmière hurla des ordres tandis que d'autres membres du personnel accoururent avec du matériel. Lyra tenta de s'expliquer, mais sa voix fut couverte par le brouhaha.
Il a été empoisonné. J'ai essayé de l'aider. Il allait un peu mieux, mais son état empire à nouveau, expliqua Lyra, mais la plupart du personnel l'ignora complètement. Un moniteur cardiaque fut installé d'urgence, et le bruit des battements irréguliers de Silas résonna dans l'air. Lyra regarda, impuissante, les infirmières s'affairer, branchant des électrodes et vérifiant ses signes vitaux. Personne ne la regarda. Les battements de cœur faiblissent. Où est le médecin? Cria une infirmière, ses mains parcourant rapidement le corps de Silas. L'homme d'affaires commença à présenter des symptômes plus alarmants. Sa peau prit une teinte bleutée et sa respiration devint de plus en plus superficielle. Les agents de sécurité maintenaient Lyra, qui se débattait désespérément. « Il va mourir si tu n'agis pas vite. Le poison était noir. Je l'ai vu l'injecter. » Ces paroles se perdirent dans le chaos des urgences. Finalement, le médecin arriva, courant dans le couloir. En voyant Silas, il se mit aussitôt à hurler des ordres. « Urgence 3 immédiatement. Ce cas ressemble à un empoisonnement. Appelez la police. Nous devons savoir ce qui lui est arrivé, » a dit le médecin en examinant le patient. « La police a déjà été appelée, docteur. Cette fille était avec lui. »« Elle a probablement quelque chose à voir avec ça, » répondit l'un des agents de sécurité. Lyra sentit son cœur se serrer en entendant les sirènes approcher. Elle savait que personne ne croirait son histoire, que sa parole ne valait rien. C'était une mendiante. Jamais il n'aurait cru que Grace Vanderbilt était capable d'une telle méchanceté envers son mari, surtout avec le pouvoir qu'elle possédait. Silas s'était précipité dans le couloir et Lyra ne pouvait rien faire. « S'il meurt, ce sera ta faute, tu ne m'as pas écouté, » cria-t-elle, des larmes de colère et de frustration ruisselant sur son visage sale. Le bruit des machines devint plus frénétique et Lyra entendit les voix alarmées des médecins tandis qu'ils emmenaient Silas. Une autre violente crise secoua son corps sur le brancard et les médecins accoururent à ses côtés, sa tension artérielle chutant. « Nous avons besoin de soins immédiats », résonna la voix du médecin dans le couloir. Les portes des urgences s'ouvrirent à nouveau et plusieurs policiers entrèrent. Lyra paniquait, sentant son cœur s'emballer. Un des agents la désigna immédiatement du doigt. Cette mendiante avait amené un millionnaire empoisonné aux urgences. Elle lui a probablement fait quelque chose, dit l'agent de sécurité, puis il se tourna vers Lyra. « Tu ne t'échapperas plus, petite morveuse. » Il finit par resserrer encore plus sa prise sur son bras. Le corps de Silas disparut derrière les portes des urgences, laissant Lyra seule dans le hall, entourée de regards accusateurs. Le bruit des équipements médicaux fut remplacé par le cliquetis des menottes. « Pourquoi personne ne croit jamais un enfant des rues ?» pensa-t-elle amèrement à l'approche des policiers. Le bruit des portes automatiques de l'hôpital s'ouvrit et celui de 3 policiers pénétrant dans la salle d'urgence. Leurs lourdes bottes résonnaient sur le sol en céramique et leurs uniformes impeccables contrastaient avec l'atmosphère chaotique de l'hôpital. L'officier le plus âgé, aux cheveux grisonnants et à l'air sévère, localisa immédiatement Lyra. On nous signala l'empoisonnement d'un citoyen. Il s'appelle Monsieur Vanderbilt, un homme d'affaires local. On dit qu'il a été amené par un mendiant. « Était-ce vous ?» demanda l'officier. Aussitôt, un agent de sécurité de l'hôpital désigna Lyra du doigt, qui observait toujours les portes des urgences, inquiète pour Silas. Les policiers s'approchèrent comme des prédateurs encerclant leur proie. Lyra sentit son cœur s'emballer, mais resta ferme, même lorsque, arrête, elle se battrait pour elle. Seule dans sa cellule, avec seulement la faible lumière matinale filtrant par une minuscule fenêtre, elle attendait. Elle ne pouvait qu'espérer que Silas se réveillerait et se souviendrait de la vérité. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, des pas résonnèrent dans le couloir. Lyra leva les yeux, le cœur battant, lorsque la porte s'ouvrit. Le même détective entra, le visage indéchiffrable. Silas Vanderbilt s'était réveillé, dit-il d'une voix basse et grave. Lyra sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle. Il a survécu? Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Le détective hocha légèrement la tête. Oui, mais il n'a encore rien dit. Il est faible et son état est toujours critique, mais il est vivant. Une vague de soulagement envahit Lyra. Silas était vivant. Malgré tout, il avait survécu. On verra ce qu'il a à dire, poursuivit l'inspecteur. En attendant, tu es toujours enfermé ici. Ne crois pas que ça change les choses, pas avant de connaître la vérité. Lyra hocha la tête, le cœur battant. Il dira la vérité. Il le faut.
Sa voix était emplie d'une détermination calme et désespérée. Le détective s'éloigna et la porte de la cellule se referma, mais cette fois, Lyra ressentit quelque chose de différent, une lueur d'espoir. Silas était vivant, et tant qu'il le serait, il y avait une chance qu'on la croie. Les jours passaient lentement, chaque heure se fondant dans la suivante. Finalement, un matin, Silas commença à s'agiter, comme s'il émergeait d'un rêve dense et confus. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bourdonnement constant des machines autour de lui. Son corps était lourd et chaque muscle lui faisait mal, comme s'il portait un poids invisible depuis trop longtemps. Clignant des yeux pour s'habituer à la lumière filtrant par la fenêtre, il essayait de comprendre où il se trouvait. Ses souvenirs étaient flous, fragmentés. Il se souvenait du restaurant, de la nourriture, puis de la douleur, et puis de Lyra. L'image de la fille des rues lui traversa l'esprit. « Je suis vivant », murmura-t-il d'une voix rauque et faible. La porte s'ouvrit et 2 médecins l'entrèrent, accompagnés d'une infirmière. Ils avaient l'air prudents et professionnels, mais Silas percevait une certaine hésitation dans leurs expressions. Monsieur Vanderbilt, l'un des médecins, commença doucement. « Vous étiez dans un état critique. Vous avez été empoisonné, mais nous avons réussi à vous stabiliser à temps. Ta convalescence sera longue, mais tu es hors de danger immédiat. » Empoisonné, répéta Silas, l'esprit en ébullition. Comment? Qui? Il lutta pour s'asseoir, mais une vague de vertige le força à se recoucher. Ne te surmenez pas, prévint le médecin en ajustant les appareils près de son lit. Le poison a causé de graves dommages, mais heureusement, tu as réagi positivement au traitement. Tandis que Silas assimilait l'information, des fragments de mémoire ont refait surface. Il se souvenait de la douleur, de la panique et de la fille qui avait essayé de le sauver. Il y avait une fille, murmura-t-il d'une voix faible. Elle essayait de m'aider. Où est-elle? Les médecins échangèrent un regard avant de répondre prudemment. Il n'y a aucune trace d'une fille vous rendant visite, monsieur Vanderbilt. La seule visite répertoriée est celle de votre femme. Non, il y avait une fille, insista Silas, sa voix devenant plus forte avec urgence. Elle cria quelque chose. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les médecins tentèrent de le rassurer, attribuant cela à la confusion et à la fatigue, mais Silas en était certain. Il peinait à comprendre, ayant l'impression qu'il lui manquait une pièce essentielle du puzzle. « Trouvez-la, supplia-t-il. Elle a essayé de me sauver. » Après le départ des médecins, Silas resta silencieux, la frustration bouillonnant sous la surface. Il savait que cette fille était réelle. Il entendait encore sa voix, voyait encore son expression terrifiée lorsqu'elle l'avertissait. Elle avait tout risqué pour lui. Les nuits qui suivirent furent agitées. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait des fragments de la soirée se dérouler dans son esprit. Il sentait encore l'amertume du poison, le frisson de la terreur. Mais l'image de Lyra était la plus nette de toutes, celle d'une fille qu'il avait sauvée contre vent et marée. Le matin de sa sortie, Silas convainquit les médecins qu'il était suffisamment rétabli pour partir, même si son corps était encore faible. Sa décision était prise. Il devait retrouver la jeune fille qui lui avait sauvé la vie. En sortant, il sentit le poids de la responsabilité peser sur lui. Lyra était quelque part, peut-être en difficulté, et il lui devait plus qu'il ne pourrait jamais lui rembourser. Il monta dans sa voiture, le cœur battant la chamade, et savait exactement où aller. La Esterling. La circulation semblait terriblement lente. Chaque seconde lui semblait durer 1 heure, tandis que Silas retournait au restaurant, espérant contre toute attente que son instinct était bon. Finalement, il arriva, se gara précipitamment et se dirigea vers la ruelle. Le restaurant commençait tout juste à ouvrir, et une odeur de nourriture flottait dans la cuisine. Le pouls de Silas s'accéléra à mesure qu'il approchait de l'endroit où Lyra avait été vue pour la dernière fois. Et puis il l'entendit. Une voix, faible mais reconnaissable entre toutes. Une voix suppliante. « S'il vous plaît, juste un peu de nourriture. J'ai tellement faim. » Il tourna au coin de la rue, et elle était là, fouillant dans les poubelles, sa petite silhouette disparaissant presque parmi les poubelles. Elle paraissait plus maigre, le visage fatigué, mais c'était indéniablement elle. « Lyra » appela-t-il doucement, ne voulant pas la surprendre. Elle leva les yeux écarquillés d'incrédulité. L'espace d'un instant, elle sembla prête à fuir. Mais soudain, elle comprit et se figea. « Monsieur Silas, vous êtes vivant »
murmura-t-elle d'une voix tremblante. Oui, répondit-il en s'approchant. Merci à toi. Tu ms sauve la vie, Lyra. Les mots semblèrent l'atteindre, et une lueur de soulagement traversa son visage, vite remplacée par une ombre de peur. Mais ils m'ont arrêté. Ils ont dit que j'avais essayé de te faire du mal. Je n'ai pas essayé. Je voulais juste aider. Dit-elle d'une voix brisée. Je sais, dit doucement Silas en lui tendant la main. Je me souviens de tout, et je suis là pour arranger les choses. Lyra le fixa du regard, l'espoir remplaçant la peur dans ses yeux. Silas sut alors qu'il l'avait trouvée, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. C'était une fille qui avait tout risqué pour lui, malgré le danger et les difficultés. Je ne le laisserai pas te faire de mal, Lyra, promit-il d'une voix emplie d'une tranquille détermination. Tu viens avec moi. Tu es en sécurité maintenant. Et alors qu'il quittait la ruelle, un nouveau voyage commença, celui de la guérison, de la rédemption et de la chance d'une vie qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Ensemble, ils feraient face à la vérité. Ensemble, ils reconstruiraient de leurs cendres. Les jours passèrent, et fidèle à sa promesse, Silas commença à tenir son engagement envers Lyra. Il l'emmena chez lui, un endroit dont elle n'avait jamais rêvé, un manoir loin des rues qui avait été son univers. Bien qu'elle fût d'abord hésitante, bouleversée par la taille et la grandeur du domaine, les conseils bienveillants de Silas l'aidèrent à trouver un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Avec le temps, Lyra s'installa, ses journées n'étant plus remplies de peur et de faim, mais de nouvelles opportunités. Silas, lui aussi, se sentit transformé par sa présence. Pour la première fois depuis des années, son foyer était chaleureux, rempli de rires et libéré des tensions qui avaient régné durant son mariage avec Grace. Il devint une figure paternelle pour Lyra, la guidant et cultivant son potentiel, reconnaissant chaque jour de la chance qu'elle lui offrait de voir la vie sous un autre angle. Les jours passèrent, fidèle à sa promesse, Silas commença à honorer son engagement envers Lyra. Il l'emmena chez lui, un lieu dont elle n'avait jamais rêvé, une demeure loin des rues qui avait été son univers. Bien qu'elle fût d'abord hésitante, bouleversée par l'immensité et la grandeur du domaine, les conseils bienveillants de Silas l'aidèrent à trouver un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Avec le temps, Lyra s'est installée, ses journées n'étant plus empreintes de peur et de faim, mais de nouvelles opportunités. Silas, lui aussi, se sentit transformé par sa présence. Pour la première fois depuis des années, son foyer était chaleureux, rempli de rires et libéré des tensions qui avaient régné durant son mariage avec Grace. Il devint une figure paternelle pour Lyra, la guidant et cultivant son potentiel, reconnaissant chaque jour de la chance qu'elle lui offrait de voir la vie sous un autre angle. Au fil des semaines et des mois, leur lien se renforça. Silas organisa des cours particuliers pour Lyra, lui ouvrant ainsi des portes vers une éducation dont elle n'avait jamais rêvé, et l'encouragea à explorer ses centres d'intérêt. Pour Lyra, ce monde de livres, d'art et d'apprentissage était aussi étranger qu'exaltant. Elle se lança dans ses études avec détermination, poussée par le désir de profiter au maximum des opportunités que Silas lui offrait. Un soir, après le dîner, Lyra s'approcha avec hésitation de Silas dans son bureau. « Monsieur Silas, commença-t-elle, puis elle marqua une pause, nerveuse. Silas leva les yeux de son livre en souriant. « Tu peux m'appeler papa, tu sais. » Elle rougit, puis hocha la tête. « J'aurais voulu te demander, penses-tu que la vérité éclatera un jour au sujet de Madame Grace ?» Le visage de Silas devint sérieux, l'évocation de son ex-femme jetant une ombre. « La police enquête toujours, mais c'est difficile. Grace est intelligente, avec ses relations, prouver son implication n'a pas été facile. » Lyra baissa les yeux, déçue. « Je ne veux juste pas qu'elle fasse de mal à qui que ce soit. » Silas tendit la main et leva doucement le menton pour croiser son regard. « Je te le promets, Lyra, elle ne le fera pas. Nous veillerons à ce qu'elle ne fasse de mal à personne. Et même si la justice tarde, je suis convaincu que, d'une manière ou d'une autre, la vérité éclatera. » Fidèle à ses paroles, Silas a continué à faire pression sur la police pour qu'elle enquête plus en profondeur sur les activités de Grace. Progressivement, des preuves ont fait surface, comptes bancaires cachés, transactions suspectes et témoignages de personnes ayant été témoins de ces mauvais traitements. Petit à petit, la façade soigneusement construite de Grace commença à s'effondrer, révélant un réseau de manipulation et de tromperie qui lui avait permis d'échapper à toute responsabilité pendant des années. Finalement,
Le jour arriva où Grèce fut traduite en justice. Lyra et Silas y assistèrent. Assis dans la salle d'audience, ils regardèrent celle qui avait autrefois tenu la vie de Silas entre ses mains comparaître devant un juge. Pour Lyra, voir Grèce dépouillée de son pouvoir et de son influence était surréaliste. Elle n'était plus la figure intimidante que Lyra craignait, mais une femme confrontée aux conséquences de ses actes. Au fil du procès, le tissu de mensonges de Grèce se dénoua. Des témoins se sont présentés, relatant ses manipulations et sa cruauté. L'accusation a présenté des preuves de ses tentatives d'empoisonnement de Silas, de son projet de modifier son testament et de ses tentatives de piéger Lyra. Petit à petit, la vérité a éclaté. Finalement, Grèce fut reconnue coupable de multiples chefs d'accusation, dont tentative de meurtre. Elle fut condamnée à une longue peine de prison. Bien que son influence ait autrefois semblé inattaquable, elle quitta le tribunal déshonorée et impuissante. Pour Lyra et Silas, la justice apporta un sentiment de réconciliation. Le poids du passé s'était allégé, et ils étaient libres d'avancer sans l'ombre de la grâce qui planait sur eux. Leur cheminement, de la peur et de la trahison à la rédemption et à la guérison, était achevé. À partir de ce jour, Silas et Lyra se consacrèrent à aider ceux qui avaient souffert en silence, tout comme Lyra autrefois. Ensemble, ils ont fait de leur histoire une mission. Ils ont créé une fondation pour soutenir les enfants sans famille et ont offert un refuge à ceux qui, comme Lyra, avaient été délaissés par la société. Ainsi, ce qui avait commencé comme une histoire de survie et de résilience est devenu une histoire d'espoir, de famille et du pouvoir transformateur de la bienveillance. La vie de Lyra, autrefois marquée par les épreuves, était désormais pleine de promesses, et avec Silas à ses côtés, elle a affronté l'avenir avec courage et joie. Leur lien, né de l'adversité, est resté indestructible, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière et l'amour peuvent être trouvés. Avez-vous aimé cette histoire? Si oui, laissez un j'aime et un gentil commentaire pour nous encourager. N'oubliez pas qu'on vous aime. Arrête, elle se battrait pour elle. Seule dans sa cellule, avec seulement la faible lumière matinale filtrant par une minuscule fenêtre, elle attendait. Elle ne pouvait qu'espérer que Silas se réveillerait et se souviendrait de la vérité. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, des pas résonnèrent dans le couloir. Lyra leva les yeux, le cœur battant, lorsque la porte s'ouvrit. Le même détective entra, le visage indéchiffrable. Silas Vanderbilt s'était réveillé, dit-il d'une voix basse et grave. Lyra sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle. Il a survécu? Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Le détective hocha légèrement la tête. Oui, mais il n'a encore rien dit. Il est faible et son état est toujours critique, mais il est vivant. Une vague de soulagement envahit Lyra. Silas était vivant. Malgré tout, il avait survécu. On verra ce qu'il a à dire, poursuivit l'inspecteur. En attendant, tu es toujours enfermé ici. Ne crois pas que ça change les choses, pas avant de connaître la vérité. Lyra hocha la tête, le cœur battant. Il dira la vérité. Il le faut. Sa voix était emplie d'une détermination calme et désespérée. Le détective s'éloigna et la porte de la cellule se referma, mais cette fois, Lyra ressentit quelque chose de différent, une lueur d'espoir. Silas était vivant, et tant qu'il le serait, il y avait une chance qu'on la croie. Les jours passaient lentement, chaque heure se fondant dans la suivante. Finalement, un matin, Silas commença à s'agiter, comme s'il émergeait d'un rêve dense et confus. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bourdonnement constant des machines autour de lui. Son corps était lourd et chaque muscle lui faisait mal, comme s'il portait un poids invisible depuis trop longtemps. Clignant des yeux pour s'habituer à la lumière filtrant par la fenêtre, il essayait de comprendre où il se trouvait. Ses souvenirs étaient flous, fragmentés. Il se souvenait du restaurant, de la nourriture, puis de la douleur, et puis, de Lyra. L'image de la fille des rues lui traversa l'esprit. « Je suis vivant », murmura-t-il d'une voix rauque et faible. La porte s'ouvrit et deux médecins entrèrent, accompagnés d'une infirmière. Ils avaient l'air prudent et professionnel, mais Silas percevait une certaine hésitation dans leurs expressions. Monsieur Vanderbilt, l'un des médecins, commença doucement. « Vous étiez dans un état critique. Vous avez été empoisonné, mais nous avons réussi à vous stabiliser à temps. Ta convalescence sera longue, mais tu es hors de danger immédiat. » Empoisonné, répéta Silas, l'esprit en ébullition. « Comment?
Qui? Il lutta pour s'asseoir, mais une vague de vertige le força à se recoucher. Ne te surmenez pas, prévint le médecin en ajustant les appareils près de son lit. Le poison a causé de graves dommages, mais heureusement, tu as réagi positivement au traitement. Tandis que Silas assimilait l'information, des fragments de mémoire ont refait surface. Il se souvenait de la douleur, de la panique et de la fille qui avait essayé de le sauver. Il y avait une fille, murmura-t-il d'une voix faible. Elle essayait de m'aider. Où est-elle? Les médecins échangèrent un regard avant de répondre prudemment. Il n'y a aucune trace d'une fille vous rendant visite, monsieur Vanderbilt. La seule visite répertoriée est celle de votre femme. Non, il y avait une fille, insista Silas, sa voix devenant plus forte avec urgence. Elle cria quelque chose. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les médecins tentèrent de le rassurer, attribuant cela à la confusion et à la fatigue, mais Silas en était certain. Il peinait à comprendre, ayant l'impression qu'il lui manquait une pièce essentielle du puzzle. « Trouvez-la, supplia-t-il. Elle a essayé de me sauver. » Après le départ des médecins, Silas resta silencieux, la frustration bouillonnant sous la surface. Il savait que cette fille était réelle. Il entendait encore sa voix, voyait encore son expression terrifiée lorsqu'elle l'avertissait. Elle avait tout risqué pour lui. Les nuits qui suivirent furent agitées. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait des fragments de la soirée se dérouler dans son esprit. Il sentait encore l'amertume du poison, le frisson de la terreur. Mais l'image de Lyra était la plus nette de toutes, celle d'une fille qu'il avait sauvée contre vent et marée. Le matin de sa sortie, Silas convainquit les médecins qu'il était suffisamment rétabli pour partir, même si son corps était encore faible. Sa décision était prise. Il devait retrouver la jeune fille qui lui avait sauvé la vie. En sortant, il sentit le poids de la responsabilité peser sur lui. Lyra était quelque part, peut-être en difficulté, et il lui devait plus qu'il ne pourrait jamais lui rembourser. Il monta dans sa voiture, le cœur battant la chamade, et savait exactement où aller. La Esterling. La circulation semblait terriblement lente. Chaque seconde lui semblait durer 1 heure, tandis que Silas retournait au restaurant, espérant contre toute attente que son instinct était bon. Finalement, il arriva, se gara précipitamment et se dirigea vers la ruelle. Le restaurant commençait tout juste à ouvrir, et une odeur de nourriture flottait dans la cuisine. Le pouls de Silas s'accéléra à mesure qu'il approchait de l'endroit où Lyra avait été vue pour la dernière fois. Et puis il l'entendit. Une voix, faible mais reconnaissable entre toutes. Une voix suppliante. « S'il vous plaît, juste un peu de nourriture. J'ai tellement faim. » Il tourna au coin de la rue, et elle était là, fouillant dans les poubelles, sa petite silhouette disparaissant presque parmi les poubelles. Elle paraissait plus maigre, le visage fatigué, mais c'était indéniablement elle. « Lyra » appela-t-il doucement, ne voulant pas la surprendre. Elle leva les yeux écarquillés d'incrédulité. L'espace d'un instant, elle sembla prête à fuir. Mais soudain, elle comprit et se figea. « Monsieur Silas, vous êtes vivant » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Oui » répondit-il en s'approchant. « Merci à toi. Tu m'as sauvé la vie, Lyra. » Les mots semblèrent l'atteindre, et une lueur de soulagement traversa son visage, vite remplacée par une ombre de peur. « Mais, ils m'ont arrêté. Ils ont dit que j'avais essayé de te faire du mal. Je n'ai pas essayé. Je voulais juste aider. » dit-elle d'une voix brisée. « Je sais, » dit doucement Silas en lui tendant la main. « Je me souviens de tout, et je suis là pour arranger les choses. » Lyra le fixa du regard, l'espoir remplaçant la peur dans ses yeux. Silas sut alors qu'il l'avait trouvée, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. C'était une fille qui avait tout risqué pour lui, malgré le danger et les difficultés. « Je ne les laisserai pas te faire de mal, Lyra, » promit-il d'une voix emplie d'une tranquille détermination. « Tu viens avec moi. Tu es en sécurité maintenant. » Et alors qu'il quittait la ruelle, un nouveau voyage commença, celui de la guérison, de la rédemption et de la chance d'une vie qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Ensemble, ils feraient face à la vérité, ensemble, ils reconstruiraient de leurs cendres. Les jours passèrent, et fidèle à sa promesse, Silas commença à tenir son engagement envers Lyra. Il l'emmena chez lui, un endroit dont elle n'avait jamais rêvé, un manoir loin des rues qui avait été son univers. Bien qu'elle fût d'abord hésitante, bouleversée par la taille et la grandeur du domaine, les conseils bienveillants de Silas l'aidèrent à trouver un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant.
Avec le temps, Lyra s'installa, ses journées n'étant plus remplies de peur et de faim, mais de nouvelles opportunités. Silas, lui aussi, se sentit transformé par sa présence. Pour la première fois depuis des années, son foyer était chaleureux, rempli de rires et libéré des tensions qui avaient régné durant son mariage avec Grace. Il devint une figure paternelle pour Lyra, la guidant et cultivant son potentiel, reconnaissant chaque jour de la chance qu'elle lui offrait de voir la vie sous un autre angle. Les jours passèrent et, fidèle à sa promesse, Silas commença à honorer son engagement envers Lyra. Il l'emmena chez lui, un lieu dont elle n'avait jamais rêvé, une demeure loin des rues qui avaient été son univers. Bien qu'elle fût d'abord hésitante, bouleversée par l'immensité et la grandeur du domaine, les conseils bienveillants de Silas l'aidèrent à trouver un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Avec le temps, Lyra s'est installée, ses journées n'étant plus empreintes de peur et de faim, mais de nouvelles opportunités. Silas, lui aussi, se sentit transformé par sa présence. Pour la première fois depuis des années, son foyer était chaleureux, rempli de rires et libéré des tensions qui avaient régné durant son mariage avec Grace. Il devint une figure paternelle pour Lyra, la guidant et cultivant son potentiel, reconnaissant chaque jour de la chance qu'elle lui offrait de voir la vie sous un autre angle. Au fil des semaines et des mois, leur lien se renforça. Silas organisa des cours particuliers pour Lyra, lui ouvrant ainsi des portes vers une éducation dont elle n'avait jamais rêvé, et l'encouragea à explorer ses centres d'intérêt. Pour Lyra, ce monde de livres, d'art et d'apprentissage était aussi étranger qu'exaltant. Elle se lança dans ses études avec détermination, poussée par le désir de profiter au maximum des opportunités que Silas lui offrait. Un soir, après le dîner, Lyra s'approcha avec hésitation de Silas dans son bureau. « Monsieur Silas, commença-t-elle, puis elle marqua une pause, nerveuse. Silas leva les yeux de son livre en souriant. « Tu peux m'appeler papa, tu sais. » Elle rougit, puis hocha la tête. « J'aurais voulu te demander, penses-tu que la vérité éclatera un jour au sujet de Madame Grace ?» Le visage de Silas devint sérieux, l'évocation de son ex-femme jetant une ombre. « La police enquête toujours, mais c'est difficile. Grace est intelligente et, avec ses relations, prouver son implication n'a pas été facile. » Lyra baissa les yeux, déçue. « Je ne veux juste pas qu'elle fasse de mal à qui que ce soit. » Silas tendit la main et leva doucement le menton pour croiser son regard. « Je te le promets, Lyra, elle ne le fera pas. Nous veillerons à ce qu'elle ne fasse de mal à personne. Et même si la justice tarde, je suis convaincu que, d'une manière ou d'une autre, la vérité éclatera. » Fidèle à ses paroles, Silas a continué à faire pression sur la police pour qu'elle enquête plus en profondeur sur les activités de Grace. Progressivement, des preuves ont fait surface, comptes bancaires cachés, transactions suspectes et témoignages de personnes ayant été témoins de ces mauvais traitements. Petit à petit, la façade soigneusement construite de Grace commença à s'effondrer, révélant un réseau de manipulation et de tromperie qui lui avait permis d'échapper à toute responsabilité pendant des années. Finalement, le jour arriva où Grace fut traduite en justice. Lyra et Silas y assistèrent, assis dans la salle d'audience, ils regardèrent celle qui avait autrefois tenu la vie de Silas entre ses mains comparaître devant un juge. Pour Lyra, voir Grace dépouillée de son pouvoir et de son influence était surréaliste. Elle n'était plus la figure intimidante que Lyra craignait, mais une femme confrontée aux conséquences de ses actes. Au fil du procès, le tissu de mensonges de Grace se dénoua. Des témoins se sont présentés, relatant ses manipulations et sa cruauté. L'accusation a présenté des preuves de ses tentatives d'empoisonnement de Silas, de son projet de modifier son testament et de ses tentatives de piéger Lyra. Petit à petit, la vérité a éclaté. Finalement, Grace fut reconnue coupable de multiples chefs d'accusation, dont tentative de meurtre. Elle fut condamnée à une longue peine de prison et, bien que son influence ait autrefois semblé inattaquable, elle quitta le tribunal déshonorée et impuissante. Pour Lyra et Silas, la justice apporta un sentiment de réconciliation. Le poids du passé s'était allégé, et ils étaient libres d'avancer sans l'ombre de la grâce qui planait sur eux. Leur cheminement, de la peur et de la trahison à la rédemption et à la guérison, était achevé. À partir de ce jour, Silas et Lyra se consacrèrent à aider ceux qui avaient souffert en silence, tout comme Lyra autrefois. Ensemble, ils ont fait de leur histoire une mission. Ils ont créé une fondation pour soutenir les enfants sans famille et ont offert un refuge à ceux qui, comme Lyra, avaient été délaissés par la société. Ainsi,
Ce qui avait commencé comme une histoire de survie et de résilience est devenu une histoire d'espoir, de famille et du pouvoir transformateur de la bienveillance. La vie de Lyra, autrefois marquée par les épreuves, était désormais pleine de promesses, et avec Silas à ses côtés, elle a affronté l'avenir avec courage et joie. Leur lien, né de l'adversité, est resté indestructible, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière et l'amour peuvent être trouvés. Avez-vous aimé cette histoire? Si oui, laissez un j'aime et un gentil commentaire pour nous encourager. N'oubliez pas qu'on vous aime.